Mener un changement dans une organisation, c'est déjà un sacré défi. Mais le vrai challenge, le plus dur, c'est de s'assurer qu'il soit pas juste efficace, mais aussi juste, inclusif et qui tienne la route sur le long terme. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Une feuille de route pour transformer les processus, oui, mais surtout la culture profonde d'une organisation. C'est la question qui hante pas mal de leaders. On y met du temps, des ressources, on lance des projets avec les meilleures intentions du monde, et pourtant, bien souvent, le résultat est décevant. Le changement ne prend pas, ou pire, il crée de nouvelles tensions. Alors, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, la réponse tient souvent à une seule erreur, une erreur fondamentale. On aborde le changement comme un simple problème technique. On se concentre sur les process, sur les outils, et on oublie l'essentiel, les gens, les dynamiques humaines, les rapports de pouvoir et la question centrale de l'équité. Ignorer tout ça, c'est un peu comme construire un château sur du sable. Alors, voilà le programme de cette analyse. On va d'abord se demander quel est le vrai prix du changement. Ensuite, on regardera les deux théories qui forment notre feuille de route. Puis, on plongera dans un truc crucial, l'analyse du pouvoir, avant d'agir. Après ça, on déroulera le plan d'action concret et on finira par voir comment on peut bâtir une culture qui rend tout ça durable. Allez, on attaque cette première section. Ici, l'idée, c'est de bien poser les bases pour comprendre pourquoi l'approche classique du changement peut non seulement planter, mais aussi faire des dégâts. En fait, le vrai point de départ, c'est de redéfinir l'objectif. Le but ultime du changement, ce n'est pas juste d'optimiser un tableau Excel ou de grappiller quelques points de performance. Non, c'est avant tout une chance unique de déconstruire des systèmes qui sont injustes. Le véritable objectif, c'est de créer un environnement qui soit plus équitable pour tout le monde. Ok, passons maintenant aux outils intellectuels qui vont nous guider. On va voir comment deux modèles, qui ont l'air très différents au premier abord, peuvent en fait s'emboîter parfaitement pour créer une feuille de route à la fois hyper puissante et humaine. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est à quel point ils se complètent. Pensez-y comme ça. D'un côté, on a Kurt Lewin qui nous donne la structure, le squelette du processus. C'est le quoi faire et quand le faire. De l'autre côté, on a Stephanie Nixon qui amène la conscience, l'âme du projet. C'est elle qui nous force à nous poser les questions qui piquent. Comment on fait ça de manière juste et pour qui on le fait vraiment? Ce qui est top avec le modèle de Lewin, c'est sa simplicité. L'analogie du glaçon, elle est parfaite pour comprendre. Première étape, le dégel. On fait fondre les vieilles habitudes, les certitudes. On prépare le terrain. C'est une phase absolument critique. Deuxième étape, le changement. C'est là qu'on verse l'eau dans un nouveau moule, qu'on met en place les nouvelles pratiques. Et enfin, le regel. On solidifie tout ça pour que la nouvelle forme devienne la nouvelle norme. C'est simple, c'est visuel et c'est incroyablement efficace. On en arrive maintenant à la partie la plus souvent oubliée, et pourtant c'est la plus fondamentale. Avant même de penser à dégeler quoi que ce soit, il y a une étape à faire, une étape non négociable, comprendre les dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans l'organisation. Cette citation de Stephanie Nixon, elle est géniale. Elle fait référence à une célèbre expérience de psycho où on demande à des gens de compter des passes de basket. Et beaucoup sont tellement concentrés qu'ils ne voient même pas une personne déguisée en gorille traverser l'écran. Eh bien, le privilège, nous dit Nixon, c'est exactement pareil. Pour ceux qui l'ont, il est souvent complètement invisible alors qu'il saute aux yeux de tous les autres. L'idée vraiment forte derrière ce modèle de la médaille, c'est qu'il change complètement notre regard. Il nous montre que privilège et oppression, ce ne sont pas deux trucs séparés. Non, ce sont les deux faces de la même pièce, créées par le même système. Et ça, c'est crucial, parce que ça veut dire que le privilège, ce n'est pas une question de culpabilité personnelle, et l'oppression, ce n'est pas un échec individuel. Ce sont juste les produits d'une structure. Et pour que l'analyse soit encore plus fine, il faut absolument parler d'intersectionnalité. L'idée, au fond, est simple. Personne n'est juste privilégié ou juste opprimé. On est tous positionnés sur plusieurs médailles en même temps. Le genre, la classe sociale, l'origine, le handicap, et c'est justement le croisement de toutes ces positions qui crée notre expérience unique du monde. Regardez, cette image l'illustre super bien. Imaginez que chaque ligne, c'est une médaille différente. Eh bien, la même personne peut se retrouver du côté avantage sur une ligne et du côté désavantage sur une autre. Comprendre cette complexité, c'est la clé pour éviter de mettre les gens dans des cases et pour agir avec bien plus de justesse. Parfait, on a posé les bases théoriques. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait quoi? Comment on passe de l'analyse à la transformation, sur le terrain? Pour la première phase, le dégel, tout se joue dans la préparation. D'abord, il faut un pourquoi qui soit clair, qui parle aux gens, qui soit connecté à la mission, aux valeurs de la boîte. Ensuite, action stratégique, on identifie et on embarque des alliés qui sont en position de pouvoir pour qu'ils utilisent leur influence de manière positive.
Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on écoute, on crée des espaces où les peurs et les doutes peuvent se dire pour mieux y répondre. Ensuite, on passe à la phase de changement. Et là, le mot-clé, c'est le soutien. On ne se contente pas de balancer de nouvelles règles du jeu. Non, on accompagne avec de la formation, du coaching. On met en place des boucles de feedback très rapides pour pouvoir ajuster le tir en permanence. Et surtout, on change notre façon de voir la résistance. Ce n'est plus un mur à défoncer, mais une source d'infos super précieuse. L'empathie devient notre meilleur outil pour avancer. Et enfin, la phase de regel, super importante pour que tout le travail ne parte pas en fumée. Il faut ancrer ce changement dans le dur, les politiques, les indicateurs de performance, les rituels. C'est aussi vital de célébrer les petites et grandes victoires, de reconnaître celles et ceux qui s'investissent. Et le plus important, comprendre que le regel, attention, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste une nouvelle base, plus solide, mais qui doit rester capable d'évoluer. Allez, on attaque la dernière section. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Comment on fait pour que tout ça ne soit pas juste un one-shot, mais que ça devienne une partie intégrante de la culture de l'organisation? Au final, si on résume, tout repose sur 3 grands piliers, et ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Le premier, le cadre de Nixon, c'est notre boussole pour l'équité. Le deuxième, la structure de Lewin, c'est notre carte pour l'action. Et le troisième, celui qui tient tout l'édifice, c'est l'état d'esprit collectif, une culture où on ose se remettre en question, avec de l'empathie et une vraie collaboration. Et cet état d'esprit, ce n'est pas juste un concept en l'air, ça se voit dans des actions très concrètes. Casser les silos pour que les idées circulent, aller chercher activement du feedback, surtout celui qui dérange, pour éviter les angles morts, et faire un effort conscient pour donner la parole aux voix qu'on entend le moins d'habitude. C'est là que se trouve le plus gros potentiel d'innovation. Cette citation de l'activiste et artiste aborigène Lila Watson, elle résume à la perfection toute cette philosophie. L'idée, ce n'est pas que ceux qui ont des privilèges viennent aider ou sauver les autres de manière un peu paternaliste. Non, c'est la reconnaissance profonde que ces systèmes inéquitables, ils nous lient tous, même si c'est de façon différente. Notre libération est interconnectée. C'est un appel à la solidarité, pas à la charité. Et ça change tout. Du coup, ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Pour chaque projet de changement qui se présentera, le choix sera là. Est-ce qu'on se contente d'une simple procédure technique ? Ou est-ce qu'on saisit l'occasion pour mener une vraie transformation culturelle, une transformation plus juste et plus durable ? La feuille de route, elle existe. Le terrain de jeu, c'est maintenant.